Bonsoir à tous. Bienvenue à cette deuxième conférence du cycle Les Écritures dans les mondes anciens de l'ILARA, l'Institut des langues rares de l'École pratique des hautes études PSL. Vous trouverez les liens vers les divers sites de l'ILARA qui sont constamment réactualisés et que je vous invite à consulter dans le chat. Voilà, en principe, c'est envoyé. 3 sites. Le site de l'ILARA lui-même, celui de l'ILARA en ligne et celui de la chaîne YouTube de l'ILARA. Et je vous demanderai à tout le monde, si ce n'est pas déjà fait, d'éteindre les micros, voilà, pour éviter d'avoir des effets de boucle. Nous avons le grand plaisir d'accueillir ce soir Madame Alessia Bauer. Après l'obtention de la maîtrise d'études allemandes avec une spécialisation en littérature vieille allemande à l'université Ca' Foscari à Venise en Italie, Alessia Bauer a poursuivi des recherches doctorales pluridisciplinaires sur la runologie à l'université de Göttingen en Allemagne, soutenant sa thèse en 2001 sur les Runica Manuscripta, dont elle nous parlera certainement aujourd'hui aussi, c'est-à-dire le phénomène des inscriptions runiques dans les manuscrits. En 2012, elle a obtenu l'habilitation à diriger des recherches en littérature norroise avec une thèse sur la vision du monde en Islande au début de l'époque moderne. Elle a été élue directrice d'études à l'École pratique des hautes études PSL sur la chaire Études scandinaves en 2019. Les domaines de recherche sont en particulier la runologie, en tant qu'étude des premières attestations des langues germaniques au sein d'une culture essentiellement orale, le passage de l'oralité à la littératie au nord de l'Europe et la culture manuscrite durant le Moyen-Âge. Comme chaque fois, je vous prierai de bien vouloir éteindre vos micros pendant la présentation. Vous pourrez poser des questions après la présentation, soit en levant la petite main jaune de Zoom, soit en écrivant celle-ci dans le chat et je me ferai votre écho. Voilà. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à Alessia Bauer et nous nous réjouissons de t'entendre, Alessia. Merci. Merci bien. Bonjour à tout le monde. Ravi de pouvoir parler des runes et on verra ce qu'ils sont et s'ils sont intéressants seulement pour la culture actuelle ou bien aussi pour les autres. Les peuples germaniques dont je vais parler aujourd'hui se sont constitués d'abord comme des sociétés purement orales et le sont demeurés pendant une longue période. C'est peut-être un peu bizarre au sein d'un cycle de conférences dédiées aux écritures, mais on découvrira que même dans une société orale, on trouve des expressions d'écriture, sachant que le véritable passage à une culture écrite ne s'est déroulé qu'avec l'adoption du christianisme et de l'alphabet latin. Et pourtant, bien avant l'introduction de l'écriture latine, toutes les langues germaniques, dans leur état ancien, partagent un même système graphique autochtone appelé écriture runique ou bien les runes. Avant d'illustrer ce système et son fonctionnement, je commence en montrant quelle est la région dont je parle et quels étaient les peuples qui l'utilisaient. Dans tous ces territoires, on retrouve plus ou moins nombreuses des attestations d'écriture unique qui n'est pas, comme l'on pense souvent, seulement limitée au nord de l'Europe. Alors, comme vous le voyez, les Germains du Nord l'utilisaient, mais aussi les Germains orientaux, surtout les Goths. Alors, la deuxième carte aussi pour vous montrer que aussi en Angleterre en faisait partie. Maintenant, j'essaie de recontinuer à bouger. OK. L'écriture unique s'est développée au début de notre ère par emprunt à un alphabet de la Méditerranée, même si la question de l'origine exacte de cette écriture est encore controversée. Alors, les modèles possibles sont l'alphabet grec, ancien, archaïque, l'alphabet étrusque ou latin, ou bien une série d'alphabets dits nord-italiques qui, d'un point de vue formel, ressemblent beaucoup aux signes runiques. Comme le voyez ici, alors ce sont les possibles modèles d'inspiration, peut-être partagés, peut-être mélangés, on ne le sait pas, mais on continue à discuter sur la question. Si on essaye à donner une définition des runes, on pourrait dire qu'il s'agit d'une écriture épigraphique utilisée par les peuples germains en général à partir du IIe siècle après Jésus-Christ.
Elle était engravée sur des objets en bois, en os et en métal, ou bien sur des pierres appelées pierres runiques. On en connaît aujourd'hui environ 6500 inscriptions distribuées en ordre chronologique en Scandinavie, Frise, Angleterre, Allemagne du Sud, France, îles britanniques, Irlande, Italie, Russie, Istanbul, dans l'église Hagia Sophia, Groenland et Islande. Si on regarde la répartition des attestations, pas seulement d'un point de vue géographique, comme vous le voyez ici, mais aussi d'une distribution dans la chronologie, c'est-à-dire dans le développement de la rangée runique que je vais montrer tout de suite, on voit que la phase la plus ancienne contient à peu près moins de 400 inscriptions dites en Fusak germanique ou commun. Après, il y en a 110 avec la série anglo-saxonne et la majorité sont avec les runes nordiques, dites aussi Fusak récents. Il y en a 6000 à peu près et en train de découvrir encore. Étant donné qu'il s'agit des signes gravés sur du bois et du métal, les runes sont constituées par des éléments simples à graver, à savoir des lignes droites qui, selon leur fonction, sont appelées différemment. C'est-à-dire que les signes verticaux sont appelés astes, les signes obliques branches et les autres boucles. Et je vous donne ici trois possibilités, trois exemples de combinaisons astes-branche, astes-boucle et branche. C'est-à-dire la première était une rune N, la deuxième Thor et la troisième une R, qu'on va voir tout de suite. Je ne parle pas d'alphabet, mais plutôt de rangée runique ou bien de série runique, parce que le système est une déviation, présente une déviation par rapport à l'alphabet latin. On ne commence pas avec le ABC, mais on commence avec le F, le U, le Sorn, et c'est pour ça qu'on l'appelle, d'après les 6 premiers signes, Fusak. À l'origine, le Fusak ancien ou germanique avait 24 signes et je vous montre ici l'attestation la plus ancienne de la rangée complète qu'on a trouvée sur l'île de Gotland dans la mer Baltique en localité Hulva. Et on la trouve à peu près datant du 400 après Jésus-Christ. Dans une représentation peut-être plus conventionnelle, comme on l'utilise aujourd'hui avec les ordinateurs, vous voyez la rangée et vous voyez dans la rangée qu'il y a des runes symétriques, c'est-à-dire qui sont parallèles, qui ont des formes parallèles, des runes variables, c'est-à-dire des runes qu'on pouvait utiliser de l'un et de l'autre côté et qui ne donnent pas la direction, et des runes qui déterminent la direction, et je vais vous montrer pourquoi ça va être important. Bien qu'elles soient créées en partant par un alphabet connu, les runes présentent des caractéristiques uniques qui les différencient par rapport au modèle d'origine. Elles créent aussi une orthographe particulière dont il faut tenir compte en lisant les attestations. Et c'est par là que je vais commencer, et je vous donne toujours des exemples, vous allez voir, c'est pas autant difficile que ça. Alors, la première chose, c'était qu'il y a une rangée runique et pas un alphabet. La deuxième chose, c'est que la direction d'écriture était variable. Elle pouvait aller de droite à gauche, de gauche à droite, ou bien boustrophédon, c'est-à-dire de l'un et de l'autre côté, en alternance. Alors, la direction d'écriture est donnée, comme je disais, par certaines runes qui nous donnent les branches seulement dans une direction. Et c'est pour ça qu'ici, dans le médaillon qu'on appelle bractéate, c'était une catégorie de médaillons qu'on utilisait comme des amulettes, on voit que la rune A nous donne l'indication qu'il s'agit de droite à gauche. Dans la pierre au centre, c'est une pierre qui se trouve au sud de la Suède, c'est plutôt de gauche à droite. Et dans la pierre norvégienne de Thune,
on voit que les deux lignes vont dans des directions différentes, c'est-à-dire il s'agit d'un exemple des boosterophédons. On continue avec la troisième règle. Il n'y avait aucun emploi systématique des séparateurs des mots. Alors, les séparateurs des mots existaient, mais ils n'étaient pas utilisés tout le temps et pas pour différencier comme on fait aujourd'hui avec des virgules, des points-virgules, mais s'ils étaient présents, c'était plutôt pour regrouper des unités syntactiques. Ils ont des formes différentes qui n'ont pas des significations différentes. Ils peuvent être des points alignés en vertical, des barres ou des lignes et des petites croix. Une autre règle, c'est qu'il n'y avait pas de notation de la quantité phonétique. Et là, ça veut dire que la quantité n'était pas indiquée par redoublement des lettres ou bien des signes. La notation devient de plus en plus usuelle au Moyen-Âge, mais c'est parce que l'écriture unique est adaptée aux règles de l'alphabet latin. Alors, au Moyen-Âge, on trouve par exemple dans des bâtonnets que je vais vous montrer après, le nom Gunnar, c'est un nom d'homme, écrit avec une rune N ou bien deux runes N. Alors, on trouve l'emploi pas systématique de l'un et de l'autre. Une autre règle, c'était qu'il y avait une division de l'alphabet runique en 3 groupes pour donner un système codé ou bien de cryptographie. Alors, je vous montre, c'est pas quelque chose que nous avons inventé, mais c'est quelque chose qui nous donne les attestations les plus anciennes. Encore une fois, une bractéate, alors un médaillon qui vient de Suède du 5e siècle. Comme vous le voyez, je les ai notés. La rangée runique est partagée en 3 parties par des séparateurs de mots. Et là, on trouve 3 groupes de 8 runes chacun. Chaque rune est remplacée par 2 valeurs numériques. La première valeur, c'est pour le groupe, c'est-à-dire de 1 à 3, et la deuxième, c'est la place dans le groupe. Les dessins que je vous montre, c'est pas moi ou des enfants qui les ont fait, mais sont vraiment des attestations épigraphiques qu'on retrouve en Norvège au Moyen-Âge. Alors, si on prend le poisson au centre, on voit 2, l'indication de 2 et l'indication de 3. Le 2 et le 3, ça veut dire le 2, ça va être le groupe et le 3, la place au sein du groupe. Et là, on trouve la rune I. Ce genre de cryptographie, on l'appelle normalement les runes secrètes, mais c'est pas parce qu'il y avait des contenus particulièrement délicats ou compliqués, c'était plutôt pour montrer, parce que le maître des runes pouvait montrer sa compétence, son habilité à utiliser aussi des systèmes un peu différents par rapport au système normal des runes. Nous continuons avec une autre règle. Les runes n'ont pas seulement une valeur phonétique, mais aussi un nom significatif. Alors là, ça veut dire que l'écriture unique est une écriture normalement phonétique et qui reproduit des valeurs, des sons. Mais pas seulement ça, ils avaient aussi un nom acrophone, c'est-à-dire un nom qui commençait par le son qui est représenté. On le retrouve aussi en grec, alpha, bêta, gamma, mais alpha, bêta, gamma n'ont pas de signification et les noms des runes ont des significations. Alors, si on prend la rune F en rouge, vous voyez le son F, elle pourrait être représentée le son F ou bien le mot feru, qui veut dire bien bétail et qui est le même mot de pecus pecunia en latin. Les noms ne sont pas attestés dans la phase la plus ancienne, mais à partir du Moyen-Âge, à partir du 8e siècle à peu près, dans des manuscrits qu'on appelle runica manuscripta. Je ne peux pas parler très longtemps de ça, mais je voulais vous montrer des exemples, des listes qu'on retrouve avec les noms des runes, et comme ça, on a eu la possibilité de les reconstruire. Sinon, on les aurait pas.
Je continue avec la dernière règle orthophonique, l'absence occasionnelle des consonnes nasales devant des consonnes homorgamiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire homorgame, c'est un son produit au même lieu d'articulation. Alors, si j'ai des consonnes labiales B et P, le M peut être laissé tomber, et c'est-à-dire que je retrouve l'inscription, par exemple, pouble, et quand je vais la lire, je dois quand même pincer la nasale et l'introduire et en faire un mot, un véritable mot, kumble, qui veut dire monument. La même chose se passe aussi avec le N. Alors, on retrouve à l'âge des Vikings des mots écrits lat qui représentent le mot land, pays, ou bien ort, qui sont pour ant, qui veut dire âme. Alors, pour faire ça, pour lire les attestations runiques, selon l'orthographe runique, il faut faire deux types de passages, c'est-à-dire de passer d'abord des runes à des lettres latines. Et la première chose que vous voyez, kunukr, c'est une séquence des lettres sans encore signification. Après, il faut appliquer les règles d'orthographe runique. Et là, on verra que de kunukr, on arrive au mot konungr, qui veut dire roi, un roi. Pour une écriture épigraphique, la matérialité est toujours très importante, car les textes ne sont pas écrits sur une surface similaire et neutre, comme on pourrait penser le parchemin ou le papier, mais les objets même interagissent avec les textes en ajoutant des informations, et par conséquent, ils doivent être considérés dans l'interprétation. Alors, c'est pour ça que avant de passer à considérer le contexte et la fonction de l'écriture unique, je ferai un bref tour d'horizon des matériaux et des objets sur lesquels on trouve des attestations. Et ça peut être du métal, des armes, des broches, des accessoires, un os, du bois, c'est-à-dire des meubles ou bien des bâtonnets au Moyen-Âge, et encore des pierres si elles sont en verticale, on les appelle pierres uniques, et ça, on les retrouve dès la première phase jusqu'à l'âge des Vikings, ou bien des pierres tombales horizontales à partir du Moyen-Âge. Alors, je commence avec le métal. Comme vous le voyez ici, il s'agit des objets précieux. Alors, les broches sont toujours très richement décorées, et c'est pour ça que en ce qui concerne les broches, les inscriptions runiques sont toujours dans la partie antérieure des objets. En ce qui concerne les armes, on a trouvé différentes pointes des lances, et comme vous le voyez, il n'y a pas seulement l'inscription runique, mais elles sont encore une fois très richement décorées avec une série de symboles. Et aussi la boucle de porte, mais d'autres aussi, des accessoires qu'on retrouve, qui font partie, qui sont dorés, qui sont en argent, alors des matériaux riches et précieux, pour, comme on peut penser, une classe supérieure qui utilisait les runes. En ce qui concerne le bois, encore une fois, un escabeau qu'on a trouvé au nord de l'Allemagne, et comme vous le voyez, encore une fois, très richement décoré, des décorations abstraites au-dessus, et avec une décoration naturaliste au-dedans. Plus tard, au Moyen-Âge, ça devient un peu plus normal d'utiliser les runes, et c'est pour ça qu'on retrouve des bâtonnets en bois qu'on appelle en norrois runakepli, qui veut dire des bâtonnets des runes, et dont je vais parler après. Et les pierres, nous runologues, on travaille avec des pierres comme ça, où on ne voit pas beaucoup. Mais si on le prépare pour le public, alors vous voyez qu'on a la possibilité de découvrir beaucoup de signes et bon, d'être un peu plus à l'âge. Les découvertes continuent aussi à l'âge moderne, c'est-à-dire on n'a pas fini, même pas avec des pierres très grandes. Et aujourd'hui,
on est heureux d'avoir des techniques tout à fait modernes qui nous donnent la possibilité de comprendre un peu plus mieux et de lire mieux parce que normalement, sinon, on voit, ça serait seulement comme ça. Et comme vous le voyez, il faut utiliser les mains pour lire des pierres uniques. Sinon, on n'arrive à rien voir. Les découvertes continuent aussi aujourd'hui. Ça fait quelques semaines qu'on a trouvé 2 bâtonnets dans la cité médiévale d'Oslo. Et l'inscription dans la main de cet archéologue est particulièrement intéressante parce qu'une partie est écrite en norrois et l'autre partie en latin. Alors encore l'interaction des cultures différentes, des langues différentes. Et on est en train de la lire et on est en train d'analyser les formes des runes et tout ça. Pourquoi alors étudier les inscriptions runiques? On pourrait se demander quel est l'apport qu'elles donnent à la science et aussi à la culture, à part le fait d'inspirer des séries télé, des bandes dessinées, des jeux vidéo et des créateurs des tatouages. Alors, les séries télévisées, les bandes dessinées et tout ça, je vous le montre. À la gauche, on trouve une image de la série télé The Vikings. Au centre, la bande dessinée Valhalla danoise. Valhalla qui reproduit le palais d'Odin où les guerriers qui tombent en bataille, en combat, arrivent pour vivre pour toujours. Et les tatouages que j'ai trouvés, il y en a aussi avec des femmes, mais normalement les femmes en ont une ou deux et les hommes écrivent des véritables poèmes en runes. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça plus intéressant à vous montrer. Pourquoi le faire si on n'a pas l'intention d'être metteur en scène ou bien de se faire un tatouage? Tout d'abord, parce que les inscriptions runiques représentent une source de grande importance pour l'histoire de la langue. Principalement au moyen des inscriptions runiques, on parvient à saisir les langues des peuples germaniques qui sinon sont connus à partir de l'introduction de l'alphabet latin, beaucoup plus tardif. D'un point de vue linguistique, il s'agit donc de témoignages inestimables et très précieux. Les langues sont sinon reconstruites à partir de la phase qu'on connaît et allant en arrière. Grâce aux inscriptions runiques, nous avons les attestations linguistiques qui nous permettent de suivre leur développement jusqu'à la phase littéraire proprement dite. Alors, quelles sont les langues reproduites dans les inscriptions, attestées par les inscriptions runiques? Tout d'abord, le gothique, une langue qui disparaît au plus tard au XVIe siècle. Après, le pré-vieil anglais, parlé sur le continent avant la migration des Angles et des Saxons, et qui n'est pas connu ailleurs, qu'on connaît seulement par des inscriptions runiques. Le pré-vieil allemand, avant la deuxième rotation consonantique, qui porte l'allemand à se différencier tout à fait par rapport aux langues scandinaves et à l'anglais, comme vous le voyez ici, tong, tunge, zunge et pepper, pfeffer. Juste pour vous donner un exemple, alors le pré-vieil allemand est plus proche au vieil anglais et au proto-nordique, et le proto-nordique, c'est une langue très proche au germanique commun qui devient après le norrois et le vieil islandais. Déjà, pour cette raison, l'étude des inscriptions runiques est fort importante. Mais à mon avis, il y a aussi un aspect supplémentaire très intéressant, à savoir l'histoire de mentalité de ces gens à travers l'utilisation qu'ils font de l'écriture. Il est en effet surprenant que dans une culture orale, comme l'était la société germanique en général, surgisse subitement le besoin d'écriture. Alors, certains chercheurs aimeraient penser que les runes ont été créées pour des raisons d'utilisation pragmatique, c'est-à-dire, par exemple, écrire des lettres ou des documents, des chartes. Mais cet emploi n'est pas du tout attesté. La typologie des inscriptions runiques les plus anciennes montre des messages très brefs, souvent pas clairs et surtout pas indispensables, comme je vais vous montrer.
Tout cela fait penser que le contenu linguistique n'était pas le but principal de cette écriture tout au début. Plutôt, il s'agit d'un moyen à la disposition des classes sociales supérieures pour montrer une technologie que c'était seulement à eux et pas à tout le monde. Alors, je vous montre seulement 3 exemples des premières attestations, mais on pourrait continuer avec beaucoup plus et ça irait toujours dans la même direction. Dans le marais de Vimose, dans l'île de Fyn, au Danemark, on a trouvé 7 objets avec des inscriptions runiques très anciennes, les plus anciennes, provenant de Norvège et Suède. En outre, on trouve un peigne de langue proto-nordique et la datation, c'est vraiment la première 150-200 après Jésus-Christ. Et le nom, je vous le montre un peu mieux comme ça. Peut-être que vous le voyez mieux. C'est le nom de personne, d'homme masculin, alors Haria, qui marquait le peigne avec son nom. Une autre indication, c'est une autre attestation, on la trouve sur la pointe des lances de Øvre Stavbu, en Norvège, encore une fois un proto-nordique, la datation pareille, similaire à celle de Vimose, avec une inscription qui dit Raunjar, qui devient Nova Reinir, ce qui teste, ce qui met à l'épreuve. C'est-à-dire que la lance, que l'arme est encore plus, l'effet de l'arme peut être probablement accentué, augmenté par une inscription qui dise essaye-moi et contre les ennemis. Mais la chose peut-être un peu plus bizarre qu'on pourrait trouver entre les premières attestations, c'est un peigne qu'on a trouvé en Allemagne, à Frinstedt, en germanique occidentale. Alors, c'est encore avant la phase de séparation entre le vieux saxon et le prévieux allemand. La datation, c'est 250 après Jésus-Christ et l'inscription, assez bizarre, vous le voyez avec l'orthographe runique Kaba pour Kamba, qui veut dire peigne. Je vous le montre. Ça, c'est le peigne. On le voyait, on n'avait probablement pas besoin de l'écrire. Et ici, pour vous montrer que nous, runologues, on travaille un peu comme des archéologues. Il faut analyser, il faut utiliser des outils, des microscopes pour le voir. Et ici, vous voyez où ça se trouve. Alors, pourquoi on peut se demander pourquoi marquer sur un peigne où c'était tout à fait évident la fonction. Et ça, je pense que si on pense à les ceintures d'aujourd'hui avec des logos très grands des couturiers, c'est à peu près la même chose. La fonction de la ceinture ne change pas si j'ai ou pas le logo, mais en montrant que j'ai la ceinture d'un certain couturier, j'ai donc quand même l'impression d'être à la mode, d'être intéressé à la mode et d'avoir aussi le pouvoir d'achat pour acheter une ceinture comme ça et pas une no-name. Alors, vous voyez, ça c'est à peu près, je crois, l'utilisation qu'on en fait à ces périodes. Dans la phase la plus ancienne des runes, c'est pour marquer une technologie, une technique, quelque chose en moyenne à l'avant-garde qui était seulement à la disposition de quelqu'un et pas de tout le monde. Qu'est-ce qui se passe à l'âge des Vikings? Alors, on continue et à l'âge des Vikings, les choses changent un peu, mais pas d'une façon radicale. Les runes, placées désormais sur des pierres monumentales, offrent des textes plus complexes et compréhensibles, en restant quand même en moyenne à la disposition des élites du pouvoir profane pour marquer le territoire avec leur nom et leur généalogie. Alors, la typologie des textes, c'est normalement une formule de commémoration accompagnée peut-être avec des informations supplémentaires qui dit quelqu'un stein efter, c'est-à-dire quelqu'un fit ériger la pierre pour son père, son frère, son fils et tout ça qui était parti en guerre, en expédition quelque part. Alors, en faisant ça, les mandataires des pierres, qui étaient des rois ou des chefs locaux,
montrent leur pouvoir dans les territoires et il s'agit d'une communication publique et monumentale. Je vous montre 3 exemples parmi les 2000 que j'aurai à la disposition. La pierre de Stentoft était érigée pour un roi local danois. La pierre de Jelling pour le roi du Danemark par excellence, Harald à la dent bleue, qui est le même qui a donné le nom de Bluetooth. Et vous savez, le symbole de Bluetooth, ce sont les 2 runes Harald, le H, et le bleu, le B pour le B. Alors, vous voyez encore la présence aujourd'hui des runes dans notre culture et la pierre de Gripsholm pour un chef local suédois qui était parti en expédition en Russie, vers la Russie, et qui ne rentre pas parce qu'il meurt là-bas de la peste. Les pierres uniques, en particulier celles suédoises, contiennent une décoration spécifique, les serpents runiques, dont la forme nous aide à établir une chronologie relative par les yeux, les nœuds et les griffes. Comme vous le voyez ici, on commence dans la phase la plus ancienne avec la vue au vol de oiseaux et après on continue avec 5 phases en profil où les yeux, par exemple, tout ronds au début, deviennent de plus en plus allongés. Alors, je vous montre vite fait quelques exemples. À gauche, la première phase. À droite, déjà une phase un peu plus avancée, un profil 2. Et le développement. Et la dernière pierre que je vous montre ici, c'est la pierre d'un maître des runes qu'on connaît, dont on connaît le nom, Öpir, qui faisait des formes tout à fait minces et allongées, comme vous le voyez ici, et beaucoup plus décorées par rapport aux autres pierres. Par contre, les pierres danoises ne montrent guère de décoration et seulement des lignes verticales avec des textes, alors beaucoup plus modestes dans la forme. Qu'est-ce qui se passe au Moyen-Âge? Au Moyen-Âge, il y a un changement de situation. Il y a beaucoup de bâtonnets qui sont utilisés par tous ou par la plus grande partie de la population, aussi par le clergé et les marchands. À ce moment, l'emploi élitiste passe plutôt au manuscrit qui devient à la disposition des rois et des évêques, tandis qu'au Moyen-Âge, les runes sont écrites par tout le monde et avec les runes, on écrit toutes sortes de messages, des lettres, des étiquettes, des prières, des déclarations d'amour plus ou moins chastes, des messages profanes. La matérialité change, des pierres monumentales, on arrive au bâtonnet et on voit le passage d'une communication privée avec des typologies beaucoup plus vastes. Alors, les bâtonnets, on les retrouve surtout en Suède, où on en a 700 à peu près, datant du Moyen-Âge, 11e jusqu'au 14e siècle, et comme je venais de dire tout au début, en norrois et aussi en latin. Et la communication passe d'une communication monumentale visible. Alors, ce qu'on voyait dans les paysages devient une communication privée. Les bâtonnets, on les amenait, on les portait probablement avec soi et on les jetait après parce qu'ils n'avaient pas des contenus à rester pour toujours. On pourrait penser qu'il s'agit à peu près des textos du passé et je vous montre un exemple. Giza Sheir Asukjahheim, qui veut dire Guida, c'est une femme, dit que tu dois rentrer à la maison. Alors, c'était probablement la femme préoccupée de retrouver son mari. Et la réponse du mari, probablement ivrogne, arrive tout de suite dès l'autre côté du bâtonnet.
mais il écrit des runes, mais sans sens. Alors, le texte ne peut pas être déchiffré parce qu'il ne donne pas sens. Alors, elle avait raison de lui dire que c'était arrivé le moment de rentrer chez lui. Mais c'est pas seulement de la communication profane, il y a aussi des véritables prières paternoster, et comme vous le voyez ici, on a la possibilité à partir de l'écriture orthophonique, c'est-à-dire à partir de la prononciation, de voir et d'étudier comment on prononçait le latin à ce moment-là. Très souvent, sur les bâtonnets, il y a aussi seulement le début, Paternoster, ou bien Ave Maria, ou bien aussi raccourci, abrégé encore plus, PN ou bien AVN. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas à ce moment-là d'une écriture seulement liée à Odin, seulement liée à la culture païenne, à la religion païenne, mais c'est tout simplement un système d'écriture utilisé par le clergé aussi bien que par les gens profanes, par la population. Si on arrive à résumer, et après je vois que j'ai encore le temps de vous montrer le développement en Scandinavie, mais j'ai fini disant que les runes sont utilisées au début dans une société orale, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas des fonctions pratiques. On ne retrouve pas des textes longs écrits avec des runes, on ne retrouve pas les lois, les généalogies, l'histoire tout court, la littérature tout court, mais elle représentait plutôt en moyenne une technique, une technologie des élites pour marquer leur pouvoir, et aussi, et là je dois faire attention parce que c'est plutôt l'école allemande qui le dit, et les Scandinaves sont très sceptiques à cet égard, mais probablement aussi une communication avec la sphère sacrale, c'est-à-dire le sacré, avec Odin qui était censé être l'inventeur, ceux qui avaient créé les runes. Et ce n'est qu'au Moyen-Âge qu'il devient un moyen de communication privée d'une grande partie de la population. Alors là, le fait d'avoir le prestige de l'écriture n'est plus lié à l'écriture unique, mais va être lié au manuscrit, et qui étaient, parce qu'ils étaient très chers, le parchemin était cher. Au nord, la technique était pas connue, alors il y avait des gens, des clercs qui partaient à l'étranger pour aller étudier les techniques d'illuminer, de décorer et d'écrire les manuscrits. Les manuscrits deviennent le moyen de l'élite, des élites, et l'écriture unique devient le moyen de communication tout à fait commun. En étudiant des inscriptions runiques, on peut alors découvrir la phase la plus ancienne des langues germaniques, mais aussi comprendre les mécanismes de pouvoir qui réglaient ces sociétés anciennes qui sinon ne seraient pas connues. Avant de terminer, je vais vous donner aussi quelques indications en ce qui concerne des manuels de runologie. Il y en a un en français, Introduction à la runologie de Lucien Musset, tout à fait valable aujourd'hui aussi, même si on a découvert beaucoup plus d'inscriptions et tout ça, mais d'un point de vue scientifique, très bien fait et très valable. Alain Marais, Anthologie runique, je dirais que c'est plutôt grand public. Alors, si on veut commencer par là, on peut commencer avec Monsieur Marais et après peut-être continuer avec Monsieur Musset. Si on lit l'anglais, il y a un manuel assez récent de Michael Barnes, Runes Handbook, où on a la mise à jour de ce que Musset avait écrit. Et encore mieux, je trouve le petit bouquin de Klaus Duvelt, Runenkunde, qui va sortir en 5e
édition qui est en train de sortir maintenant avec la collaboration de Robert Nedoma, qui est un linguiste autrichien, qui donne d'une façon très courte, bref et très bien expliquée tout le monde de la runographie. Je vous remercie d'abord en runique et dès que j'ai le temps, je vous montre aussi ce que je voulais laisser à la fin parce que je ne savais pas si j'aurais eu le temps. La distribution des inscriptions. Alors, comme vous le voyez, il y en a assez et on est en train d'en découvrir encore. Je venais de dire tout au début, il y en a à peu près 6500 et la majorité est en Suède. Alors, 3600, dont la majorité, la plupart sont des pierres uniques, comme je venais de vous montrer, c'est-à-dire que les élites plus ou moins les puissants locaux, ceux qui avaient l'argent, la possibilité et la compétence de trouver quelqu'un, d'émettre des runes pour les faire, ont placé la marque de sa présence, de leur présence dans le paysage. À Norvège, il n'y en a pas autant que ça. À l'âge des Vikings, il y en a très peu. Et elles deviennent de plus en plus nombreuses au Moyen-Âge, où on retrouve la majorité des bâtonnets. C'est-à-dire que la Suède finit à peu près à l'âge des Vikings d'écrire avec les runes, et le passage s'est fait à Norvège, où on continue avec en bois, avec des inscriptions en bois. Le Danemark est entre les deux. Le Danemark est beaucoup plus petit et c'est pour ça qu'il y en a moins. Mais là, on trouve des bâtonnets et on trouve aussi des pierres uniques. Il y en a aussi une centaine au Groenland, dès l'âge du Moyen Âge, avec la même typologie des bâtonnets qu'on retrouve en Norvège. En Islande, c'est un phénomène de réception, c'est-à-dire il commence à la fin du Moyen Âge, au début de l'âge moderne, et ce sont plutôt des pierres tombales. Alors, on n'a pas trouvé des pierres uniques verticales, on n'a pas trouvé beaucoup de bâtonnets, vraiment 5, 6, mais au début de l'âge moderne, ça recommence l'intérêt pour les runes et on grave des pierres tombales avec des runes. En Allemagne, il s'agit surtout au sud de l'Allemagne, en Bavière, en particulier en Bavière, et en Suisse, on retrouve des inscriptions dès la phase la plus ancienne, comme je disais, et en Angleterre, une centaine d'inscriptions, surtout utilisées par le clergé, avec la rangée qu'on appelle anglo-saxon, qui est assez différent par rapport aux autres. Et je prends encore quelques minutes pour vous montrer le développement du Fusark ancien vers le nord. Alors, du Fusark ancien au Fusark récent, ceux qui peut-être peuvent partir au nord, en Scandinavie, ils vont trouver plus de runes dans le paysage que peut-être dans des musées. Alors, c'est bien de savoir comment ça fonctionne. Le Fusark ancien avait 24 signes, comme vous le voyez, et puis il y a une phase de transition qui va du 16e au 8e siècle, où vous voyez les parties déjà, on perd déjà des runes, et les autres se transforment en ce qui concerne la forme, et aussi parfois aussi les noms. Et si vous pouvez le voir, les runes qui avaient deux astes deviennent à la fin de la transition, ou presque à la fin de la transition, simplifiées à une aste seulement. Et le résultat, le Fusark récent qu'on retrouve en Scandinavie, à l'âge des Vikings, dans deux variantes différentes, c'est tout à fait simplifié. C'est-à-dire qu'on a seulement 16 caractères avec lesquels on n'avait plus, comme avant, une correspondance des sons et signes, mais que qu'un signe,
doit représenter plusieurs sons. Et à partir de là, je vous montre seulement un exemple. Si on trouve, comme je vous avais montré tout au début, le mot kunukr écrit avec des runes, il faut penser que à partir de ce moment-là, dans la rangée plus récente, le K, la rune K, peut être utilisée pour K et pour G. La rune U peut être utilisée pour U et pour O. Le N reste N et les autres deux la même chose. Alors, c'est à nous, après, de trouver la solution et de penser à un mot qui existe vraiment dans la langue. Dans ces cas-là, c'est le proto-nordique ou norrois très ancien. Et ça devient konungr, le roi. Et maintenant, j'ai vraiment fini. Merci. Merci beaucoup, Alessia Bauer, pour cette présentation magnifique. Alors, j'invite tout le monde à poser les questions, comme je le disais, soit en levant la main, et je donnerai la parole, soit en écrivant la question dans le chat, et du coup, c'est moi qui la poserai à votre place. Oui, merci beaucoup pour cette super présentation. J'ai deux petites questions qui me viennent à l'esprit. Oui. Alors, on a un certain nombre de langues qui ont été écrites et même conçues, enfin, le système runique a même été conçu pour écrire ces langues, mais vous avez également parlé du latin qui pouvait être écrit en runique. Oui. Et ma question est donc, quelles autres langues plus exotiques, entre guillemets, donc hors de la sphère germanique, dont on a des attestations en runique? Alors, c'est seulement le latin et il y a quelques, mais vraiment 2-3 inscriptions en grec ancien, Kyrie eleison. On trouve des choses comme ça sur des bâtonnets de Bergen, encore une fois, alors en Norvège. Et pour l'adapter, normalement, c'était la rangée runique avec le 24 signes, donner ce qu'on appelle nous le perfect fit, c'est-à-dire la correspondance directe entre le son et le signe pour le germanique. Afin de d'écrire aussi le latin, et moi je m'excuse, j'ai pas de slide pour ça, mais après l'âge des Vikings au Moyen Âge, on recommence à réintroduire les signes qu'on avait enlevés à l'âge des Vikings, c'est-à-dire qu'on introduit par exemple en utilisant le, attendez, je vous montre comme ça va mieux. Alors là on a la rangée de l'âge des Vikings et le T avec un signe diacritique qui le différencie entre le T et le D, on réintroduit le D, par exemple. Et en faisant ça, on va reconstruire à peu près la rangée alphabétique et on introduit en plus aussi le Z et le C pour écrire le latin. Mais ça, c'est un développement assez tardif du Moyen-Âge. Et là, on peut écrire le latin et un peu de grec. Mais c'est tout. Sinon, c'est seulement les langues germaniques. Merci beaucoup. Deuxième petite question très rapide. Vous avez mentionné une large aire géographique où on peut retrouver des inscriptions runiques ou des textes en runes. Y en a-t-il en France de visitables? En France, il y en a très peu et ils sont dans des musées. Le problème avec les musées, mais ça c'est le problème en général aussi en Allemagne, c'est que par exemple avec les broches et tout ça, on voit toujours seulement la partie décorée des broches et les inscriptions runiques qui sont dedans, à l'intérieur, on les voit pas. C'est-à-dire, on doit être runologue, aller avec une lettre de présentation et se faire donner la broche pour la voir. Sinon, vous n'allez rien voir. Je suis désolée. Merci beaucoup. Pas quoi. Je vous en prie.
Bonsoir et merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais juste vous poser une question, c'est-à-dire qu'est-ce qui, à votre avis, a créé le fait qu'on perde des runes au fil du temps? C'est-à-dire c'est une forme de simplification pour faciliter l'usage des runes ou ça a une autre origine? Ah, ça c'est une question pas encore claire, très difficile et dont on a écrit beaucoup de manuels. Alors, ce que nous voyons, c'est qu'il y a une simplification des signes. La forme devient, comme vous le voyez sur l'écran maintenant, tout à fait plus facile à tracer, plus facile à graver, parce que les formes compliquées sont éliminées. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je reviens à la phase avant. Et il y a des runes, il y a des runes qui représentent des sons qui n'étaient plus présents au moment des attestations. C'est-à-dire que l'écriture unique commence avant et au moment des attestations, déjà le i que vous voyez à la moitié ici avec le deux points, nous on sait qu'il s'agit d'une voyelle, mais on sait même pas le son. Le p c'est un son très peu représenté dans les langues germaniques. Alors, c'est qu'on perd le ng, ça se peut faire aussi avec deux runes, le n et le g. On n'a pas besoin. C'est-à-dire qu'une partie des runes n'était pas indispensable. Et l'autre partie, là, on différencie plus entre la qualité, c'est-à-dire que le je et le k, ce sont tous les deux, ils ont seulement la différenciation entre sonore et sourd, et ça se perd, mais ça change rien. L'autre chose encore, le P et le B, la même chose, et le T et le D, la même chose. C'est-à-dire que pour nous, c'est un peu plus difficile de les lire, mais à partir de ce moment, l'écriture unique commence à être vraiment écrite partout et à se multiplier. Eux, ils n'avaient pas de problème, et à partir de là, je dirais que ouais, c'est un système de simplification qui n'est donc aucun problème pour les maîtres des runes à l'âge des Vikings. D'accord, merci beaucoup. Alors juste une autre petite question. Est-ce que, à votre avis, et est-ce que vous connaissez des ouvrages ou des chercheurs qui auraient fait des parallèles entre justement des runes germaniques et du sanskrit indien, par exemple, étant donné qu'il y a une racine indo-européenne aux deux civilisations? Non, non. La seule chose qu'on fait, c'est de comparer, comme je vous les ai montré, l'alphabet grec archaïque, latin, étrusque et nord-italique. Et il faut pas seulement considérer la forme, parce que la forme, ce sont des formes quand même assez universelles, comme vous le voyez, une croix, une haste. Alors là, vous les retrouvez partout. Si on cherche des runes, on les retrouve partout. Mais il faut considérer aussi l'aspect social, c'est-à-dire ce que je voulais vous montrer aussi avec l'utilisation et la fonction. Où est-ce que les Germains auraient pu, à l'âge, au début de notre ère, trouver l'inspiration? Et c'est là qu'on a essayé de trouver des solutions. Moi, je suis convaincue que c'était l'alphabet latin qui était connu aussi au Danemark parce qu'il y avait des commerces. On sait on a des attestations des commerces. Et probablement, c'était l'élite, c'était un centre culturel très fort qu'on retrouve au Danemark, au sud du Danemark à ce moment-là, qui était intéressé à avoir une technologie pareille qu'à l'alphabet latin. C'est une des possibilités. L'alphabet grec archaïque, c'est trop ancien. On aurait dû avoir 300 ans sans avoir des attestations écrites et c'est difficile de transmettre un système graphique sans avoir des attestations écrites. Alors, pour cette raison, on pense plutôt à l'alphabet latin. Mais la question est encore ouverte. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a une série d'autres questions dans le chat à présent. Tout d'abord, toute une série de remerciements chaleureux.
Je passe aux questions en remontant le chat. Quelle est l'étymologie du mot rune? Ça veut dire secret. On le retrouve, rune, on le retrouve en gothique, disant secret. Et il y a aussi d'autres significations, mais c'est de la spéculation. Si c'était quelque chose de secret, on le sait pas. On le retrouve en gothique. Tout le manuel commence avec l'étymologie et en proposant l'étymologie du gothique. Ça, c'est une des possibilités. Merci, c'était très intéressant. Pouvez-vous dire quelques mots des runes sur le lion de l'arsenal de Venise? Ah oui, on voit plus rien. Alors, c'est dommage parce que ce sont les seules runes, ou presque les seules runes en Italie. Ce sont des runes nordiques. Alors, il ne s'agit pas de la phase la plus ancienne, ce sont des runes de l'âge des Vikings, écrites probablement, gravées probablement par la garde de l'empereur, les Varègues, ce qu'on appelle les Varègues, et amené par des marchands beaucoup plus tard, par des marchands qui faisaient de Venise, qui étaient là, qui faisaient des commerces et qui l'ont amené. On a des attestations assez anciennes du 18e, 19e siècle où on peut lire encore quelque chose, c'est-à-dire qu'on voit le serpent runique. Mais aujourd'hui, moi j'ai habité 4 ans à Venise, j'ai essayé, mais aucune possibilité de lire quelque chose aujourd'hui. A-t-on retrouvé des inscriptions runiques dans l'ancien État russe de Kiev? Oui, je disais tout au début, on retrouve aussi des runes en Russie parce que là-bas il y avait les Vikings, il y avait une partie des Vikings, surtout ceux de Suède, alors les Danois et les Norvégiens étaient plutôt allés à la conquête de l'Ouest, c'est-à-dire ils avaient fondé la ville de Dublin par exemple, ils avaient une partie de l'Angleterre. Il régnait une partie de l'Angleterre, les îles britanniques et tout ça. Et l'autre partie, les Suédois, ils étaient partis en Russie, à l'est, et fondé des colonies là-bas. Et c'est pour ça qu'on retrouve à Staraya Ladoga, à Kiev et ailleurs, on a trouvé des objets, des bâtonnets et des autres objets avec des runes, et aussi l'archéologie du paysage a trouvé pas des inscriptions runiques sur pierre, mais les maisons longues des Vikings. C'est-à-dire que c'est vraiment, oui, c'est la phase qui est aussi, je vous montre vite fait, très vite fait, une pierre qui est là, la pierre de Gripsholm. Ça, c'est la pierre d'un chef local suédois appelé Ingvar, qui était parti en expédition avec des jeunes valables et téméraires à l'est, sur la route de l'est, et qui ne rentre jamais plus. Et on retrouve dans la région près de Stockholm, pas loin de Stockholm, sur le lac de Mälar, 26 inscriptions qui disent, comme celle-ci par exemple, qui disent ils étaient partis à l'est avec Ingvar, et qui nous attestent l'expédition, et ce sont les mêmes gens qui écrivent les runes ici, qui peuvent avoir écrit les runes aussi à Kiev. Oui, c'est vrai, il y en avait. Premièrement, qu'en est-il des runes utilisées pour l'Evdalien en Dalecarlie? Deuxièmement, ce sont des questions indépendantes. Aucune connexion avec les runes sicules, point d'interrogation. Et troisièmement, trouve-t-on des inscriptions dans les îles Féroé, Orcades et Shetland? Si oui, sont-elles apparentées à ce que l'on trouve en Norvège? Oui, alors je commence par la dernière. Oui, dans les îles britanniques, comme je disais, partout dans les îles britanniques, c'est-à-dire très peu aux Hébrides, mais il y en a. Si quelqu'un connaît l'île de Iona,
pour des raisons tout à fait différentes. Là, on a trouvé une pierre unique nordique. Aux Orcades, on retrouve pas des pierres, mais des petits objets, des amulettes et quelques objets avec des runes. Aux îles Féroé, il y en a à peu près 10, abîmées et tout ça, mais 10 aussi des pierres, pas seulement des objets. Au Shetland aussi, très peu, mais il y en a. À Isle of Man, plein de croix, les croix, the Manx Crosses, dit comme ça, qui combinent la forme des croix celtiques avec les inscriptions runiques, avec la formule des commémorations. Oui, et ils sont, oui, c'était des territoires vikings et c'est pour ça que ce sont des runes vikings, des runes nordiques écrites normalement en Fusak récent. Alors ça, la première. La troisième question. La première était, pardon. Alors la première était, qu'en est-il des runes utilisées pour l'Evdalien d'Alecarli? Pas beaucoup, pas beaucoup. Ce sont des runes combinées à l'alphabet latin et ce sont des signes singuliers. Il y en a, mais c'est pas vraiment la tradition genuine et véritable runique. Et l'autre? La dernière question, aucune connexion avec les runes sicules, point d'interrogation. Les runes sicules, je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est. Runes entre guillemets, donc ça doit être, le terme doit être employé par extension. Je suppose que ce ne sont pas des vraies runes, mais par extension du terme, voilà. Non. Connaissez-vous les runes de l'Orcon? Orcon, et si oui, que pensez-vous des tentatives évidemment infructueuses de rattachement aux entre guillemets vikings, pardon? Non, je les connais pas. Je connais seulement les noms parce que moi, j'ai fait partie, et ça, c'est grave de ma part, des gens qui aiment seulement les originaux et qui ont du mal avec des phénomènes de réception. C'est-à-dire, si tout le monde qui nous regarde aujourd'hui a envie de voir des runes pareilles, similaires à celles nommées, on peut voir aussi la série télé norvégienne très récente qui s'appelle Be Foreigners. Et là, on voit partout des runes, alors boulangerie écrite avec des runes ou bien ce qu'on appelle les pseudo-runes. C'est joli, c'est bien que ça continue à être fructueux, mais je peux peu dire parce que j'aime seulement les 6500 attestations véritables. Ma faute. Désolée. Alors je vais abuser de ma position pour poser une question moi-même. Oui, l'ordre du Futhark, ça vient d'où? Ah là, c'est encore une question ouverte qu'on n'arrive pas vraiment dont on n'arrive pas à trouver la réponse. On a pensé que probablement ça pourrait être un système de mettre ensemble le début de l'alphabet, la fin de l'alphabet et faire des jeux de combinaisons comme on les connaît dans la culture juive en ce qui concerne l'oracle. Alors, j'ai un collègue qui s'appelle Elmar Sebold qui a trouvé qu'il y avait des mécanismes de combiner d'échanger l'ordre comme on le faisait dans la culture juive pour l'oracle. Ça, c'est une des positions. Une autre position, c'est de considérer le nombre des runes, c'est-à-dire
Peu, c'est le bétail, et Ur, ce sont les animaux sauvages. Alors, de combiner, de faire des paires contraires ou bien de les mettre ensemble. Le source, c'est la troisième rune, ce sont les géants, et le os, ça qui vient après, la quatrième rune, ce sont les dieux, les as comme Odin. Alors, on avait pensé peut-être, ça faisait des combinaisons des paires. Ça marche bien seulement pour les premières deux couples, et après, ça marche plus. Alors, pour chercher de les faire, on a changé Kaun, le nom de la 16e rune, qui veut dire ulcère, tumeur. On a fait Kanu, parce que la rune précédente était le chariot. Alors, le chariot et le Kanu, mais ça fonctionne pas. On est encore en train de voir comment ça pourrait être. On l'a changé, et je crois qu'on l'a changé pour se différencier par rapport au modèle d'origine. C'est-à-dire que c'est vraiment la tentative de créer quelque chose à partir de quelque chose qui existe, à créer quelque chose à soi pour se différencier des Romains, par exemple, qui étaient très puissants par rapport aux Germains. Mais on n'a pas trouvé de solution. Pourquoi c'est le foussard et pourquoi pas quelque chose d'autre? Auriez-vous de bonne grammaire des anciennes langues germaniques? Il y en a beaucoup. Alors, tout d'abord, un collègue à nous de l'école pratique des hautes études est en train de finir de publier, c'est-à-dire il a rédigé une revue, j'espère que ça va arriver très tôt, où j'ai contribué avec le proto-nordique et les runes, et d'autres collègues avec le gothique et tout ça, c'est-à-dire c'est vraiment la recherche la plus actuelle qu'on peut trouver, et je suis désolée, j'ai plus des titres, mais je pourrais le mettre à la disposition de Andreas Stauder et de voir s'il peut le communiquer. Ça, c'est la première chose. Et après, il y a des grammaires de proto-nordique, il y a des manuels de gothique, il y a des grammaires de vieil allemand et tout ça. Alors, je connais seulement en italien des manuels où toutes les langues germaniques sont contemplées ensemble, sont regroupées ensemble, et on donne un peu d'indications. Mais sinon, il y a des manuels, surtout en anglais ou bien encore plus en allemand, sur les langues germaniques. Et là, ça suffit de regarder sur Internet, on trouve beaucoup de choses, mais c'est surtout en allemand, pas en français. Tu mentionnais qu'il y avait cet intérêt, évidemment, pour l'histoire linguistique des langues germaniques anciennes, hein, et de l'indo-européen en ce sens, qui a cet intérêt tout autant pour l'histoire de ces sociétés anciennes. En fait, il me semble qu'il y a un troisième niveau d'intérêt qui est majeur, c'est si on considère l'histoire des écritures d'un point de vue comparé, le phénomène des écritures comme phénomène social, etc. Et il y a beaucoup de parallèles à faire avec des écritures a priori totalement différentes et sans aucun lien génétique, évidemment. Par exemple, quand tu disais que ça commence avec des petits objets portables, souvent pour des marques d'appartenance, des inscriptions apparemment redondantes, et que là, c'est souvent de l'écriture qui, en fait, renvoie à elle-même. Donc, le but de l'écriture, c'est qu'il y ait de l'écriture, en quelque sorte, parce qu'elle est très rare, elle est socialement prestigieuse. Et puis que, dans un deuxième temps, on arrive à des inscriptions plus monumentales, plus visibles, et dans un troisième temps seulement, à des formes de communication plus larges et avec un transfert du prestige sur autre chose. Ça fait penser en partie à ce qui s'est passé dans l'histoire des écritures mayas. On commence avec les petits objets portables et la monumentalité ne vient qu'après. Ou aussi, en partie, ce qui se passe dans le domaine égyptien, où disons, la communication plus large, elle vient vraiment dans un second temps, à un moment où l'écriture devient plus commune, où le prestige se redéfinit, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de parallèles à tirer. Puis il y a aussi l'arrière-plan de ma question sur l'ordre du Foussard, que ça peut sembler un peu un point de détail, mais c'est sensible. Hein. Notre ordre alphabet, ça vient de l'écriture proto-sinaïtique. Bon, Aleph, c'est un bovin, Bet, c'est la maison, et l'écriture a été inventée dans le contexte d'un sanctuaire, voilà, la maison dédiée à une déesse qui est une déesse vache, donc bovine, donc il y a potentiellement dans l'ordre même des lettres et dans leur nom
des éléments d'identité culturelle qui sont incorporés, exactement comme ce que tu dis sur le Foussard. Donc c'est vraiment très, très intéressant d'un point de vue beaucoup plus large et comparatif, je trouve. Oui, je le trouve aussi, et je trouve que surtout en Scandinavie, mes collègues aimeraient bien avoir tout au début un emploi beaucoup plus pragmatique, et ils détestent penser à la sphère du sacré, ils détestent penser à des choses comme ça, de prestige et tout ça. Mais ce qu'on retrouve, c'est surtout des inscriptions no sense, c'est-à-dire des inscriptions dont on connaît pas l'essence. On reconnaît les runes, mais ça n'est dans aucun sens. Et de l'autre côté, la sphère liée, moi je trouve, à Odin, sur les bractéates, sur les médaillons, où on retrouve vraiment des inscriptions runiques qui renvoient à la figure d'Odin. Alors, c'est une sphère sacrée, c'est une sphère de prestige, c'est une sphère, le sacré et le pouvoir, c'était lié à ces moments-là. Et je crois que ça, il ne s'agit pas à ce moment-là d'une culture écrite, c'est-à-dire que il faut chercher ailleurs la fonction de l'écriture, pourquoi l'utiliser et pourquoi la créer. Et oui, c'est très intéressant. On a d'ailleurs en égyptologie la même tentation chez certains collègues qui veulent absolument trouver des emplois pratiques, administratifs dès les époques les plus anciennes. Bon, voilà, je pense aussi que ce sont des développements secondaires et que dans une société où l'écriture n'existe pas, elle n'est pas inventée pour ça, mais d'abord pour autre chose. Est-ce que tu peux dire un peu plus sur cette relation sacrée à Odin? Alors, les textes, les mythes qui ont été mis à l'écrit au Moyen Âge tardif, nous donnent les informations que c'était Odin, le roi du rage, de la poésie, de la colère créative et tout ça, qui s'est offert, qui s'est sacrifié pendant 9 nuits, et après ce moment-là, il est tombé en inventant les runes. Alors alors il s'est sacrifié, il pendait d'un arbre sans manger, sans boire, et à la fin de cette période, il est tombé et il a amené avec lui les runes. C'est-à-dire que oui, la nature divine des runes est donnée par des mythes. Et les médaillons, mais là encore, la runologie est faite de spéculations, des idées, d'opinions qui ne sont pas toujours partagées par tout le monde. Alors là encore, il y a deux écoles. Les médaillons qui s'appellent bractéates, les bractéates que nous pensons avoir été des amulettes, nous montrent un visage, un profil, une personne, un profil avec des inscriptions qui renvoient à Odin. Et une partie des collègues, l'école allemande, nous disent qu'il s'agit probablement de la représentation d'Odin, et que les mots qui vont avec sont des mots magiques liés à Odin. Il y en a d'autres qui préfèrent considérer que ces médaillons venaient de la culture romaine, et c'était les empereurs en profil. Mais ça c'est le modèle d'inspiration, et encore une fois, comme les runes. Les runes viennent aussi d'un alphabet de la Méditerranée, mais on en fait autre chose, on les transforme, se développe. Et l'école allemande pense et suppose qu'il y a une modification de l'empereur latin qui devient romain, qui devient Odin, et accompagné par les mots et par des symboles. Et on retrouve la sphère du sacré qui aurait très bien, si on pense que c'était des amulettes, on les portait comme aujourd'hui on porte un collier. Que pouvez-vous nous dire sur les bractéates récemment retrouvés à Jerling? Il semblerait qu'il n'y ait pas que la figure d'Odin, mais aussi celle d'autres dieux majeurs de la mythologie scandinave.
Oui, oui, je suis pas sûre. Mon collègue qui travaille avec ça m'en a parlé, me les a aussi montrés. Je crois qu'il s'agit d'une bractéate qu'on dit avec les trois dieux. Alors, sur le bractéate, il y a des représentations d'Odin, probablement, ou bien d'une figure masculine en profil. Et sinon, il y en a 3 des figures. Et on pense que ça peut être Baldr au centre, le dieu qui vient tuer, le dieu innocent qui meurt, tué par la main d'un dieu aveugle qui s'appelle Hösr, qui a été poussé à le faire par le dieu Loki, qui est une figure assez souple et assez mauvaise entre les As et les géants. Je crois qu'il s'agit d'un bractéate comme ça et ils sont en train d'en travailler. Je suis en contact avec les collègues danois qui le font et j'ai pas encore des résultats, mais oui, on en trouve de plus en plus. Bon, alors, un très grand, on va en rester là pour aujourd'hui. Un très grand merci encore à Alessia Bauer. Et je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette conférence dès les prochains jours lorsqu'elle sera mise sur la chaîne YouTube, ainsi que les autres conférences du cycle et les autres conférences de l'ILARA plus généralement. Donc, promenez-vous sur la chaîne, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et nous nous retrouvons dans 2 semaines, le mercredi 9 février, avec une conférence de moi, en fait, intitulée « L'écriture hiéroglyphique à travers l'histoire, 3200 avant notre ère, 394 de notre ère ». Mais avant cela, encore une fois, merci beaucoup à Alessia Bauer. Merci à tous. Et bonne soirée à tous. Au revoir.